toutes et à tous. Dernier chapitre de cet ensemble sur Boris Eltsine, la fin du règne, donc les années 1995-1999. Alors, j'ai divisé ce dernier chapitre en trois. La première partie, c'est pour mettre l'accent sur les très forts problèmes intérieur. Il y a une accentuation de ces problèmes incontestablement durant les années 95-96. En deuxième partie, bien, je n'ai trouvé qu'un titre, La descente aux enfers, hein, pour Boris Yeltsin, c'est-à-dire les années 96-97. Et enfin, la dernière partie que j'ai intitulée La débâcle et la fin, donc les années 1998-1999. Donc, voyons, revenons un petit peu sur certains événements de 95 et, et essayons de voir leurs incidences. Alors, premier constat, pardon, ce sont les conséquences de la guerre de Tchétchénie. Eltsine, pardon, avait engagé en décembre 1994 son pays dans une guerre en Tchétchénie, une guerre qu'il annonçait fulgurante et victorieuse, bien sûr. Une guerre qui était surtout destinée à prévenir euh, toutes les poussées nationalistes et à prouver au peuple russe que la Russie était encore une grande puissance. La guerre était destinée à affirmer avant tout l'autorité d'Helsinki. Donc, importance de cette première guerre de Tchétchénie. Or, le résultat fut tout le contraire. Au lieu d'un blitz spectaculaire, la guerre s'avère vite un échec militaire et humanitaire. Les combattants tchétchènes font preuve d'une combativité, d'une résistance féroce, hein. En particulier en Russie, j'ai pas eu l'occasion d'en parler dans l'avant-dernier chapitre sur la guerre elle-même. euh, Ce qui a beaucoup marqué les Russes concernant la guerre de Tchétchénie, c'est une prise d'otages qui a eu lieu dans la région de Stavropol au mois de juin 1995. Un chef tchétchène, Shamil Bassayev, euh, eh bien, prend en otage une petite ville, euh, Boudionovsk, hein. Le 14 juin. Ils sont une bonne centaine, 100, 120 séparatistes tchétchènes qui attaquent la ville et ils prennent en otage entre 1800 à 2000 personnes. Au total, au bout de la prise, c'est-à-dire le 19 juin, on relèvera 105 morts. Alors, cette attaque, cette prise d'otage, donc, qui se produit sur le territoire russe, va être un tournant dans la guerre de Tchétchénie, puisque, en échange de la libération des otages, la Russie va accepter de stopper les actions militaires en Tchétchénie et va accepter de commencer les négociations. Voici l'accord signé le 18 juin entre le Premier ministre russe Tchernomyrdin et les rebelles tchétchènes. Je lis avec vous, pour relâcher les otages qui sont retenus à Boudionovsk, le gouvernement de la Fédération de Russie, 1. Garantit un arrêt immédiat des opérations et des bombardements sur tout le territoire de la Tchétchénie. 2. Nomme une délégation autorisée à négocier dès le 18 juin 1995. 3. Après la libération de tous les otages, nous procurerons à Bassayev, le chef des rebelles, et à son groupe des moyens de transport et sécuriseront leur trajet depuis la ville jusqu'au territoire tchétchène. Ces conditions, qui sont très favorables aux Tchétchènes, eh bien, vont
comment dirais-je, vont frapper l'opinion russe et dans un mauvais sens, hein. Le public russe est choqué parce que les preneurs d'otages vont repartir libres et on peut dire que le gouvernement russe, donc Tchernomyrdine, mais aussi le président Helsinki, vont être discrédités par cet accord. Donc, finalement, donc, on arrivera, je l'ai dit la dernière fois, à un arrêt provisoire de la guerre de Tchétchénie au mois d'août 96, qui laisse le territoire pratiquement indépendant puisque l'armée russe se retire. Donc, cet échec de la guerre de Tchétchénie, symbolisé par l'affaire de la prise d'otage de Boudionovsk, est quelque chose de très important. Euh, à cette époque, c'est-à-dire, bien sûr, les choses ont commencé à partir de 91, mais c'est durant ces années 94, 95, 96 que les plus riches, ce que l'on va appeler désormais les oligarques, eh bien, vont s'attaquer aux richesses de l'État russe et vont s'en mettre plein les poches. Alors, d'ailleurs, l'expression oligarque va se populariser à l'époque, en 1996, hein. Et alors, il faut se représenter, je l'ai déjà dit, mais il faut que tout soit clair, dont l'État russe, pendant la période soviétique, l'État possède tout, il est immense, puissant, et à partir du moment où il y a eu la chute donc, et le démantèlement de l'Union soviétique, l'État se rétrécit brusquement car plusieurs éléments vont le ronger et en particulier, évidemment, les achats des oligarques, puisque les oligarques vont récupérer une grande partie de la richesse nationale, industrielle, commerciale et même foncière. Alors, avant 90, 91, c'est peut-être inutile de le rappeler, mais les banques, les richesses pétrolières, le gaz, le commerce, les médias, tout appartient à l'État, c'est-à-dire au Parti communiste. À partir de 91, donc, il y a vente aux enchères de tous ces éléments. Les hydrocarbures en premier, le gaz, le pétrole, les mines, les complexes métallurgiques, sidérurgiques. Ce sont des enchères souvent douteuses, à bas prix, et c'est à ce moment-là que les oligarques donc interviennent. Et dans un deuxième temps, ils vont revendre ces richesses à haut prix, pas toutes, mais une partie. Donc il y aura un bénéfice considérable. Et enfin, élément essentiel qui se met en place pendant la période, là, et surtout dans les années 94, 95 et les suivantes, c'est que ces oligarques, une fois donc devenus propriétaires d'une partie des richesses de l'ancien État soviétique, eh bien, vont pénétrer dans les organes du pouvoir. Le symbole, c'est Boris Berezovsky, qui est nommé secrétaire du Conseil de sécurité en 96. Alors j'ai fait cette courbe pour montrer la montée en puissance des oligarques. Tout commence donc au démantèlement de 91 et les oligarques prennent de plus en plus d'importance jusqu'aux années, donc jusqu'à la fin des années Yeltsin. Alors, je donne quelques exemples puisque à l'époque de Yeltsin, on parle des sept banquiers, des sept magnats qui dominent alors la Russie et qui vont appuyer Poutine. Alors, je donne des exemples. Vyakirev, pardonnez-moi, qui donc est à la tête notamment de Gazprom, mais
comme tous les oligarques, il n'y a pas simplement le pétrole et le gaz dans son portefeuille, si je peux dire. Il y a les banques, il y a du commerce et il y a des médias. Donc ça, c'est euh, le, l'ensemble Viakerev, l'oligarque Viakerev. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de Berezovsky, qui est propriétaire de l'ancienne Aéroflotte, et également donc de médias, de pétrole, de commerce aussi. Donc, autre oligarque très puissant. Euh, Également Khodorkovsky, qui est le grand patron du pétrole, hein. Mais j'insiste chaque fois, également il a des banques, également des médias, etc. Goussensky, qui est Vladimir Goussensky, qui va être un proche également de Yeltsin, et lui aussi donc possède un groupe énorme. Et enfin, je pourrais en citer encore des dizaines, mais là ce sont les principaux. Il y a Vagit Alekperov, qui lui aussi donc possède du pétrole, etc. Donc voilà quelques-uns, en tout cas c'est les sept plus puissants qui dominent la Russie et qui vont appuyer Helsinki et plus tard Poutine. Euh, donc cet État de l'époque Helsinki qui se rétrécit, si je peux dire, de plus en plus sous les coups, sous les achats des oligarques, est également gangrené, cet État, par la corruption. Il y a de très nombreux scandales de corruption qui éclatent, qui alimentent le mécontentement populaire à l'égard d'ailleurs du gouvernement, et qui sapent la légitimité du régime. Un régime corrompu, c'est un régime qui n'est plus respecté et qui contribue aussi à la montée de l'opposition. La corruption, mais aussi, et ça c'est un phénomène nouveau, la mafia était peu présente à l'époque de l'Union soviétique. Et désormais, elle impose sa présence durant la période Helsinki. Il y a comme reflet de la mafia des assassinats tous les jours, en plein Moscou. Enfin, autre phénomène qui porte tort évidemment à l'État, qui affaiblit considérablement l'État, c'est que l'endettement de l'État russe est à son maximum. Et ceci malgré le soutien du Fonds monétaire international. À l'époque, c'est le Français Michel Candesus qui est le directeur du Fonds monétaire international et qui pourtant se montre très accommodant envers la Russie. La Russie a également le soutien de la Banque mondiale. Donc FMI, Banque mondiale, multiplie les prêts, multiplie les mesures de rééchelonnement de la dette extérieure, mais l'État russe est incapable de les rembourser, d'où le manque de confiance des investisseurs qui préfèrent aller voir ailleurs. Alors, conséquence sur la société de ce rapetissement, de cet affaiblissement de l'État, eh bien, c'est les facteurs que l'on connaît bien, c'est presque mécanique. D'abord, une montée considérable du chômage qui passe de 0,8% en 1992 à 7,5% en 1994. Montée énorme de l'inflation et une pauvreté qui s'installe dans toute l'Union soviétique. Selon l'UNICEF, cet organisme mondial qui s'occupe, vous le savez, des enfants, eh bien, 75% des enfants en Russie, à l'époque, vivent dans la pauvreté. 75%. Alors, ceci, évidemment, va attiser la montée des oppositions, la montée des ambitions. On a vraiment le sentiment en Russie, que ce soit les plus riches ou les plus pauvres, que l'on est à la fin d'un règne. Alors,
aux élections déjà de décembre 1993, une force d'opposition avait émergé, euh, le Parti libéral démocratique. C'était un certain Vladimir Jirinovski qui était à sa tête et qui, en décembre 93, aux élections législatives, avait obtenu plus de 20 voix et donc fait élire 64 députés. Alors, le parti de Jirinovski, c'est un parti xénophobe, surtout anti-caucasien d'ailleurs, expansionniste, il va jusqu'à recommander l'emploi de la bombe atomique, autoritaire, homophobe, antisémite. Jirinovski est un grand ami de Jean-Marie Le Pen. Donc, il y a cette opposition de l'extrême droite. Mais la force montante après 1993 n'est pas, comme on le craignait, celle de Jirinovski, c'est à gauche la montée constante du Parti communiste, dirigé par Gennady Zyuganov. Euh, Ce parti veut véritablement la peau de Helsinki. Et pendant toute la période, ça va être à la Douma l'adversaire majeur, l'adversaire qui essaie toujours de faire chuter de Helsinki, de le faire chuter. Donc c'est un adversaire redoutable. Mais il y a un autre parti qui, avec un général très entreprenant à sa tête, le général Lebed, euh, c'est le Congrès des communautés russes. Mais Lebed va disparaître assez tôt dans un accident d'aviation, je crois. Euh, J'en profite pour dire que les généraux, puisque je parle de Lebed, brillant général, que les généraux ont toujours eu une grande influence en Russie sur le destin du pays. Je parle de Lebed, j'ai parlé de Doudaïev, de Kratchev. Euh, donc, la Russie vit toujours sous la menace d'un putsch militaire. Et ce n'est pas un hasard si, dans ses mémoires, Helsinki consacre tout un chapitre aux généraux. Alors, quant au parti d'Helsinki, il est dirigé par Tchernomyrdine à l'époque. Il s'appelle Notre Maison, la Russie. Mais si on fait un point rapide sur les forces politiques dans ces années 95, bien on se rend compte qu'il y en a un parti, donc il y a le vent en poupe, le Parti communiste, je l'ai dit, et un autre qui, au contraire, ne cesse de descendre, à peine 10% aux élections, c'est le parti d'Helsinki, Notre Maison, la Russie. Et effectivement, aux élections législatives du mois de décembre 95, le parti d'Helsinki ne remporte que 10%. Donc c'est une défaite très marquée, une défaite terrible. Deuxième partie, intéressons-nous à ces années clés que sont les années 96-97, qui, pour Yeltsin, sont des années terribles. D'abord, c'est le moment où il a de très graves problèmes de santé. J'ai pris la une de l'Humanité de l'époque, Boris Yeltsin hospitalisé pour de graves problèmes cardiaques. Bon, dès septembre 91, c'est-à-dire après le putsch contre Gorbatchev, le putsch manqué, Yeltsin avait eu je cite le communiqué, un léger malaise cardiaque. Enfin, il avait dû quand même interrompre ses activités. C'était en septembre 91. Mais en 95, il est à nouveau hospitalisé pour un malaise cardiaque sérieux. Ça, c'est au mois de juillet 95. Au mois d'octobre, nouvelle hospitalisation d'un mois,
dû également à un malaise cardiaque. Mais le sommet, et le plus inquiétant, c'est ce qui se produit au mois de juin 1996. Euh, Helsinki est en pleine campagne présidentielle et il a une attaque cardiaque. Il doit être opéré et subir 5 pontages coronariens, avec d'ailleurs un pronostic de 50%, hein, à peine. Euh, alors, il ne sera opéré qu'au mois de novembre, alors que l'attaque était du mois de juin, mais il a fallu plusieurs mois pour que Yeltsin se refasse ses forces. Je vous lis, je donnerai pas mal d'extraits aujourd'hui dans mon exposé des mémoires de Boris Helsin. Donc, alors, page 69. C'est arrivé le 26 juin. C'est Helsin qui écrit. Le 26 juin 1996, quelques jours avant le second tour des élections. Je venais de rentrer à ma datcha après le travail. C'était aux environs de 17 heures. La journée avait été difficile et stressante. Je descendis les quelques marches du vestibule et m'installai pour faire une pause dans un fauteuil du salon. Je pensais rester là, me reposer quelques instants avant de monter dans la chambre, me changer. Mais brutalement, j'éprouvais une très étrange sensation, comme si quelqu'un me prenait sous les aisselles et m'entraînait avec lui, quelqu'un de grand et fort. Au début, je ne ressentis aucune douleur, à part une peur irrésistible. J'étais assis là et me retrouvais amené de force, je ne savais où. J'avais l'impression de rencontrer une autre sorte de réalité, de découvrir un royaume sur lequel on ne sait rien. Puis la douleur me traversa, une énorme et écrasante douleur. Grâce à Dieu, le médecin de garde était tout près. Il comprit immédiatement ce qui m'arrivait et m'administra dans les minutes qui suivirent le traitement contre une attaque cardiaque. On décida de me laisser en bas et l'on fit descendre un lit dans le salon. Le médecin installa les équipements nécessaires. Je devais avoir l'air dans un sale état, mais depuis le premier moment, je n'avais qu'une seule idée en tête. Seigneur, pourquoi suis-je si malchanceux? Nous sommes presque au second tour, il ne reste plus que quelques jours. Les lendemains, au prix d'un énorme effort de volonté, je parvins à m'asseoir. Là encore, je ne parlais que d'une seule chose. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Naïna n'arrêtait pas de me dire: Boria, je t'en supplie, calme-toi, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Le 27 juin, Tania et Chubais se rencontrèrent à l'hôtel président. Tous mes meetings entre le premier et le second tour, apparition, visite d'usine, déplacement dans la région de Moscou, avaient été annulés. Nous évoquâmes un changement de tactique pour sauver la face. La victoire du président était assurée. Nous devions aussi essayer d'empêcher les fuites sur la maladie en retenant l'information. À part ma famille, seuls mes médecins, mes gardes proches et mes assistants étaient au courant de cette crise cardiaque. Et c'est à ce moment-là là, que, désespéré par ses problèmes de santé, par les attaques incessantes, il croit avoir une idée lumineuse. Il dit: mais j'ai mon sauveur à mes côtés, c'est l'une de mes filles, Tania, plutôt Tatiana Diatchenko. Je vais faire appel à elle. Et c'est au moment donc où il s'interroge pour savoir est-ce que je dois continuer, parce que cette nouvelle année 96 s'annonce très mal. Les élections donc de décembre 95 ont été une bérésina. Euh, Tout le monde semble l'avoir abandonné, même ses inconditionnels. Le peuple, il le sait, ne lui pardonne pas la thérapie de choc sur l'économie, qui appauvrit les plus pauvres encore plus. Et le peuple ne lui pardonne pas les humiliations de la prise d'otage. Et c'est alors que dans cette espèce de nuit complète, il écrit:
alors apparut Tania. Alors, je voici ce qu'il dit sur la fameuse Tania. À la mi-mars, je créai un nouveau comité de campagne que je dirigeais. Victor Tchernomyrdine prit la relève. Et c'est le cœur battant la chamade que j'introduisis Tania à l'occasion d'une réunion. Je voudrais vous présenter un nouveau membre de l'équipe, Tatiana Diatchenko. Au début, personne ne comprit ce qui se passait. C'était une nouvelle tête, une femme qui travaillait tard le soir, arrivait tôt le matin, participait à toutes sortes de réunions jour et nuit, parlait à tout le monde et posait des questions naïves. S'agissait-il d'une magicienne? Avec elle, subitement, tout paraissait clair. Les comportements défaitistes devenaient impossibles, l'atmosphère d'intrigue, les luttes intestines, les combats virulents entre mâles s'évanouissaient comme par enchantement. On ne me raconta ce revirement que plus tard, puisque je ne participais pas moi-même à ces réunions interminables. En fait, Tania débarqua dans le petit monde du Kremlin en venant d'un autre univers. Ses réactions simples et naturelles déstabilisèrent les plus blasés des bureaucrates. Elle n'arrêtait pas de répéter. Mais pourquoi? La bêtise des gens, souvent dissimulée derrière une certaine arrogance et un certain aplomb, apparaissait immédiatement au grand jour. Les problèmes devenaient extraordinairement clairs. Lors de plusieurs réunions, Tania s'exprima d'ailleurs de la manière la plus franche et sans s'embarrasser de choquer ses interlocuteurs. Évidemment, je ne réalisais pas toutes ces choses d'emblée. Au début, il ne s'agissait que d'impressions, parfois contradictoires, mais généralement bonnes. Comme Tania n'était jamais très loin, je me sentais nettement plus calme. Elle entrait, resserrait mon nœud de cravate, reboutonnait ma chemise, et mon moral remontait. Donc, un vrai miracle que l'appel euh, aux compétences de Tania. Et à le lire dans ses mémoires, l'arrivée de Tania correspond et peut-être est liée à Tania. Donc, on assiste à une relative accalmie dans les années 96-97. Il y a d'abord la victoire inattendue aux élections présidentielles de 96. Voici les résultats. Premier tour, Boris Eltsine, 35% des voix. Le second, c'est le candidat communiste Zyuganov, 32%. Et Zhirinovsky n'a que 5%. Second tour, Boris Yeltsin, 53,8% des suffrages. Donc c'est une victoire inattendue. N'oubliez pas qu'on lui donnait 10% dans les sondages. Et il remporte 53%. Alors pourquoi? Il y a, comme toujours, plusieurs raisons. Il y a d'abord, on va dire, l'habileté de la campagne d'Eltsine. Il a réuni autour de sa fille, de Tania, une équipe jeune, dynamique, qui est dirigée par Anatoly Tchoubais, qui est vraiment le bras droit de Yeltsin. Donc il y a la campagne, habile, dynamique. Deuxième raison, et elle est très importante, c'est l'appui des oligarques, l'appui des 7 banquiers, des 7 financiers. En effet, ces 7 oligarques se sont entendus au forum de Davos pour dire il faut que nous sauvions Helsinki. Nous devons appuyer Helsinki parce que c'est lui qui nous s'appuiera le plus sur nous et nous aidera à développer nos fortunes et notre pouvoir. Enfin, la troisième raison de la belle victoire de Yeltsin, c'est le soutien de l'Occident. L'Occident, et surtout les États-Unis, ont tout fait pour booster, si je peux dire, la campagne d'Helsinki.
Notamment, ils ont euh, envoyé à Helsinki ce qu'on appelle, vous savez, les spin doctors, c'est-à-dire ces spécialistes des relations publiques qui ont contribué à améliorer dans l'opinion russe l'image de Yeltsin. Donc, premier élément dans cette accalmie, la victoire aux élections de 96. Deuxième, deuxième élément de satisfaction, en 1997, donc il est au début de son second mandat, Helsinki, qui est donc revigoré euh, par notamment l'arrivée de Tania auprès de lui, euh, s'entoure d'une équipe de jeunes, de brillants esprits pour, espère-t-il, enfin mener à bien les réformes économiques urgentes que Gaïdar avait commencé plusieurs années auparavant et dont la Russie avait besoin. Et cette équipe jeune, dynamique, il demande à Anatoly Choubaïs de la diriger. Alors, Choubaïs est un personnage controversé qui va devenir très impopulaire en Russie. Il y a une expression qui est devenue courante dans l'opinion russe, c'est toujours la faute de Choubaïs. Bon, donc c'est un oligarque, un des hommes d'affaires les plus riches de Russie. C'est aussi un idéologue qui est l'auteur des réformes économiques des années 90, qui a été à un moment donné conseiller du maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak. Euh, Chouba, il s'est fait connaître surtout dans les privatisations, ça a été un pionnier, et d'ailleurs Helsinki le nommera ministre des privatisations, et aux dernières nouvelles, là, en 96, Helsinki nomme Choubaï chef de l'administration présidentielle de la Fédération de Russie. Donc un homme capital à l'époque. Et il est secondé par un homme qui est totalement différent, un certain Boris Nemtsov, qui est un physicien, donc rien à voir avec les oligarques habituels, qui n'est pas du tout un oligarque, qui a été gouverneur de l'oblast de Nijni Novgorod, c'est là que Helsinki va le chercher, il est connu de Choubaïs, et Helsinki va en faire un ministre de l'énergie, uniquement pendant 6 mois, mais il s'attaque à des réformes importantes. Euh, c'est un pur, je vais dire, même chose. Hein. Et, par la suite, hein, ce sera un opposant de Poutine. Il sera, comme par hasard, assassiné en 2015, 4 balles en pleine poitrine dans Moscou. Et c'était un proche de Navalny, donc c'était un homme qui était contre l'invasion de l'Ukraine. Donc Nevzov, c'était quelqu'un de remarquable et de très différent de tous les autres dirigeants de cette époque. Alors, grâce à Chubais, grâce à Nevzov, en 97, l'économie donne enfin des signes de croissance. Voici ce qu'écrit plutôt Boris Yeltsin à ce sujet. En 97, l'économie donna enfin des signes de croissance. C'était une première avancée, et même s'il ne s'agissait pas d'un mouvement continu, c'était une victoire quand même. L'équipe de jeunes économistes de Chubais avait très clairement défini ses objectifs. On les appela les 7 travaux du gouvernement. Il s'agissait de faire voter un nouveau code des impôts applicable dès le 1er janvier 1999, de réduire le déficit
et de revenir à des budgets plus réalistes, de faire adopter la nouvelle loi de finances, de développer la propriété privée en s'appuyant sur les privatisations, d'établir les règles en cas de faillite, de commencer à réformer le système des pensions, de freiner l'inflation, de baisser les taux d'intérêt sur les emprunts d'État, d'instaurer la réforme agraire, etc. Simultanément, Boris Nemtsov entreprit une autre réforme importante, celle des services publics. C'est toujours Helsinki qui parle. Le sujet, dit-il, peut paraître ennuyeux, mais il concerne pratiquement tout le monde, et il s'agissait d'une étape décisive vers une normalisation de l'économie. Le problème était que depuis l'époque socialiste, les frais de chauffage, de gaz et d'électricité des ménages étaient subventionnés par l'État. Où trouver ces fonds maintenant, à moins de taxer lourdement les entreprises au risque de leur faire perdre leur compétitivité? L'idée de Nestor était simple. Seuls les gens dans le besoin, c'est-à-dire les retraités, les familles nombreuses, profiteraient des aides. Pour le reste de la population, les prix seraient revus progressivement à la hausse. Donc, ces projets, parfois ces réformes, sont non pas menées à bien, mais elles commencent à être lancées. Malheureusement, il y a dans l'application de ces mesures de Nemtsov comme celle de Tchoubaï, il y a une résistance forcenée des députés communistes qui contrôlent la Douma. Et puis, il y a surtout, qui se déclenche à cette époque, une guerre des oligarques. Alors, les oligarques, je les ai rapidement décrits tout à l'heure, donc ils sont en train de racheter tout ce qu'ils peuvent racheter, qui appartenait à l'État soviétique. Bon, et on a commencé par un peu les petits morceaux au départ, et puis de plus en plus les gros pans de l'économie. Et là, on est arrivé maintenant, là, dans ces années 96-97, à ce qu'on peut appeler les joyaux de l'industrie nationale. Alors, je donne deux exemples. Euh, à vendre, la compagnie de télécom Sviaz Zinvest. Deux clans s'opposent pour acheter cette compagnie de télécom. Le clan de Vladimir Potanin et le clan de Berezovski et de Goussensky. Je vous fais remarquer, je l'ai mis en jaune, que tous ces prétendants au rachat de la compagnie de télécom ont des postes relativement importants au sein du pouvoir soviétique. Potanin est vice-premier ministre, c'est pas rien. Berezovski, secrétaire du Conseil de sécurité, et Goussensky est le président des banques, des banques accréditées. Donc, c'est une bataille avec des incidences politiques. Finalement, c'est à gauche Potanin qui l'emporte, qui aura la compagnie de télécom. Deuxième morceau très convoité parmi les oligarques, par les oligarques, c'est un énorme conglomérat minier à Norilsk, en Sibérie, de nickel. Et là, ça sera à nouveau Potanin qui l'emportera. Mais tout ceci se passe dans une atmosphère de guerre féroce que se livrent les oligarques, répercutée par les médias qu'ils possèdent. Hein. Donc, et Eltsine est bien sûr conscient de cela. Il écrit à ce sujet dans ses mémoires: le danger qui nous menaçait était celui de ces hommes d'argent qui se dévoraient les uns les autres au risque de faire basculer l'édifice politique que nous avions si difficilement construit. Cette élite des affaires essaya d'accaparer le gouvernement par tous les moyens. Donc c'est un moment là où vraiment les oligarques veulent prendre le pouvoir totalement. Et pour essayer de limiter les ambitions des oligarques, Helsinki se dit une fois encore, il me faudrait un homme jeune, plein, neuf,
capable de résister aux oligarques. Et il croit avoir une bonne idée. D'abord, il se persuade qu'il faut limoger Chubais, qui avait mené une autre politique et donc qui ne pouvait plus avoir un rôle moteur si l'on changeait de politique. Et également, donc, il faut remplacer alors Tchernomyrdin, pardon, le Premier ministre, un homme que Helsinki admire, lui reconnaît beaucoup de qualités, mais qu'il trouve trop peu dynamique. Il faut me débarrasser, écrit-il, de Tchernomyrdin, qui n'a pas assez d'imagination. Et donc, après avoir purgé son équipe et entraîné dans des démissions en cascade, Boris Eltsine fait appel à un visage neuf, un homme populaire qui vit à Nijni Novgorod, Sergeyev Kirienko. Cet homme a la particularité de n'entretenir aucun lien avec l'élite moscovite, aucun lien avec les oligarques. C'est un homme jeune, il a 35 ans, donc Eltsine est persuadé que c'est vraiment l'homme qu'il lui faut. Et après avoir hésité entre plusieurs noms, il finit par choisir celui de Kirienko. Un nom resté, Sergeyev Kirienko. J'étais arrivé à sa candidature par élimination, mais je reconnaissais maintenant que c'était celui qui m'offrait la plus large palette d'atouts. Ce serait une nomination inattendue. Kirienko était venu de Nijni Novgorod avec Nemtsov. Ils étaient amis. Kirienko avait été pendant plusieurs mois le premier conseiller du ministre du Pétrole et de l'Énergie. Il venait d'être nommé ministre, il avait 35 ans. En parlant avec lui, j'avais été frappé par sa manière de penser, calme, solide et conséquente. Kirienko manifestait une grande politesse et une totale absence d'émotion. Il était sobre en toutes choses, avait l'esprit pénétrant et bien rodé. Son œil vif scrutait tout derrière les verres de ses lunettes. Il y avait quelque chose du parfait élève en lui. Ce n'était pas Gaïdar, un universitaire installé doublé d'un démocrate révolutionnaire, mais le fruit d'une autre génération, d'une autre marque de fabrique, un dirigeant, un directeur, un jeune administrateur. Ce qui le rendait particulièrement attirant, c'était sa totale liberté vis-à-vis des groupes d'influence politiques ou financiers. Et je me dis qu'à cause de sa jeunesse, il n'aurait pas peur des conflits ni de leurs désagréables conséquences. C'était un vrai Premier ministre technocrate, exactement ce dont le pays avait besoin. Subitement, une sorte de sixième sens m'avertit que ce ne serait probablement pas le dernier remaniement que j'aurais à accomplir. Je savais que j'accomplissais quelque chose de très difficile et que des temps encore plus durs m'attendaient. Mais j'éprouvais un exceptionnel regain de courage, une énorme poussée d'optimisme. J'étais plein d'espoir. La Russie avait enfin un jeune ministère, la chose dont je rêvais depuis un an. Pour la première fois, un jeune de 35 ans était à la tête du pays. Pour la première fois, une chance était pleinement donnée à une nouvelle génération d'hommes politiques. Pour la première fois, un dirigeant qui connaissait l'économie de demain prenait les rênes du gouvernement. Tout était nouveau, tout se réalisait, tout était devenu vrai. Donc, enthousiasme de la part de Yeltsin. Enthousiasme qui n'est nullement partagé par la Douma, hein, qui par deux fois refuse d'investir Kirienko. Euh, et comme un krach financier va intervenir très vite, Kirienko ne durera pas très longtemps. Euh, pour la petite histoire, beaucoup plus tard, une vingtaine d'années plus tard, donc pratiquement à notre époque, je vous signale que Kirienko sera compromis, c'était en décembre 2023,
lorsque le journal américain, le Washington Post, révélera que Kirienko a eu un rôle d'organisateur dans une opération de désinformation, de déstabilisation à destination de la France, de l'Allemagne et des États-Unis. Euh, Cette opération de désinformation visait à faire cesser le soutien de ces pays à l'Ukraine et à faire accepter une victoire russe. C'est toutes sortes de raisons. Ça, c'est pour la fin de Kirienko. Alors, troisième partie, la débâcle et la fin de Boris Yeltsin. Alors, la débâcle commence par une débâcle financière, c'est l'effondrement du rouble. Alors, plusieurs facteurs, plusieurs, disons, dysfonctionnements très graves expliquent la crise donc, qui va éclater à Moscou au mois d'août 98. Il faut d'abord remonter un an auparavant à la crise économique asiatique de juillet 97. Cette crise, donc, s'était développée très rapidement et avait porté un coup très dur à l'économie. Et il y a eu un gonflement de la dette extérieure dans la plupart des pays, notamment de l'Asie. Et la crise s'était propagée très vite dans les pays émergents, comme l'Argentine, le Brésil et la Russie. Mais en Russie, en 98, il y avait d'autres facteurs qui allaient donc décupler l'incidence de la crise de 97. D'abord, il faut savoir qu'il y a d'énormes difficultés à collecter l'impôt. Or, si on veut évidemment financer le budget, il faut que les impôts rentrent. Par exemple, en janvier 98, le taux d'encaissement de l'impôt était 2 fois moins qu'en temps normal. Il y avait aussi les attaques donc, de Kirienko. Helsinki s'était enflammé pour Kirienko sans peser l'opposition que celui-ci entraînait chez les oligarques. Et les oligarques se vengent et grâce à leur puissance dans les médias notamment, eh bien, font une campagne très dure contre Kirienko. Ils sont soutenus par les industriels, les syndicats. Donc, Kirienko, ses jours sont comptés. Un autre phénomène tout à fait différent, mais qui s'ajoute bien sûr par ses conséquences, c'est en mai 1998, les mineurs de charbon qui se mettent en grève parce que les salaires sont impayés depuis plusieurs mois. Euh, donc c'est une grève très dure. Les mineurs bloquent même le transsibérien. Et enfin, ce qui est le cas des mineurs, c'est le cas de tous les fonctionnaires. Beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés, non seulement depuis plusieurs mois, mais même parfois depuis plusieurs années. Donc, ceci leur apparaît intolérable et donc il y a une véritable révolte. Alors, ces facteurs s'ajoutent et expliquent donc ce qui arrive le 17 août 98. Bien, le 17 août 98, c'est ce qu'on appelle le crack, c'est-à-dire qu'Irienko est obligé de d'évaluer brutalement le rouble, 34% par rapport au dollar américain. Donc, dévaluation brutale et arrêt de paiement de la dette extérieure par le gouvernement, au moins pendant 90 jours. Deux mesures qui sont bien entendu une catastrophe, avec des conséquences énormes, conséquences politiques. Kirienko est sacrifié, bien sûr, et le 23 août, donc, il doit démissionner. Et la Douma demande même la démission de Yeltsin, considéré avec raison comme responsable, puisque c'est lui qui a fait nommer Kirienko.
Euh, En septembre, le rouble a perdu 61% de sa valeur, même si on a changé de Premier ministre, si maintenant c'est Primakov. Et puis, bien sûr, beaucoup de banques font faillite, 720 banques. Euh, c'est la crise la plus grave de l'histoire post-soviétique. Et je précise que ce sont surtout les populations rurales qui s'en sont pas trop mal tirées, parce que les populations rurales, vous le savez, sont plus réticentes envers les banques, et ces populations ont souvent sauvé une partie de leurs économies. Par contre, la crise a frappé très durement les urbains. Bon, l'inflation ne cesse de monter. En 98, le taux d'inflation est de 84%. Donc, la Russie sombre à cette époque dans le chaos économique. Et c'est dans ce contexte qu'une terrible bataille se livre à la Douma pour élire le successeur de Kyrienko comme Premier ministre. Et Helsinki écrit, franchement, je ne me souviens pas d'une telle tension dans la vie politique russe, si ce n'est les tentatives de putsch militaire de 91 et 93. Donc, à la Douma, les candidatures pour succéder à Kyrienko se succèdent. Helsinki donc propose de revenir à Viktor Tchernomyrdin, un homme à qui il reprochait son manque de dynamisme, mais c'est un homme d'expérience, un homme sûr. Pardon. La Douma refuse Tchernomyrdin. À ce moment-là, les communistes, notamment de la Douma, choisissent comme candidat le maire de Moscou, Yuri Loukov, euh, qui est le maire de Moscou, qui est un ancien apparatchik, mais Yeltsin refuse. Alors finalement, les deux partis, la Douma et Yeltsin, finiront par s'entendre sur la candidature d'Evgeny Primakov. Primakov, donc lui aussi un vieil apparatchik, un ancien patron des services secrets, qui est le ministre des Affaires étrangères de Yeltsin depuis plusieurs années. Et donc, c'est lui qui, le 11 septembre 98, est investi comme Premier ministre. Vous allez me dire, Yeltsin pourra donc un peu souffler, même si Primakov n'était pas son candidat premier. Non, parce que Yeltsin a de nouveaux problèmes de santé. Alors, avec cruauté, j'illustre ce deuxièmement par un Yeltsin hilar en train de lever un verre. En effet, je n'ai pas voulu en parler sans arrêt, mais tout le monde sait bien que l'un des problèmes d'Yeltsin, c'est la boisson, une boisson excessive. Mais les problèmes de santé qui l'assaillent ne sont pas dus à la consommation d'alcool, même si ça ne va pas arranger les choses, mais toujours à ses poumons et à son cœur. Ainsi, en octobre 98, Yeltsin écourte une visite d'État au Kazakhstan en raison d'une bronchotrachéite. Quelque temps après, il doit annuler au dernier moment un voyage à Vienne et doit entrer en maison de santé. Fin novembre, là c'était en octobre 98, fin novembre, il est hospitalisé pendant 2 semaines pour une pneumonie. Tellement bien que, durant ce mois de novembre, les députés de la Douma examinent une proposition de loi sur l'état de santé du président et il manque 5 voix à peine pour que la Douma vote une mise à la retraite anticipée pour raison de santé. Bon, Yeltsin y échappe. Euh, donc, Primakov
peut avancer ses pions, euh, Choubaï, je le signale, reste le conseiller numéro un. Alors, même si tout va mal en Russie, même si c'est le chaos, euh, même, voilà, enfin, pour donner l'impression générale, je veux quand même brièvement, parce que je n'ai pas le temps de faire mieux, dire que Yeltsin, si il ne reçoit pratiquement que des coups désormais dans sa politique intérieure, a quand même quelques satisfactions à l'extérieur. Alors, Yeltsin n'avait pas de principe bien établi en politique étrangère, mais il s'est entendu relativement bien avec ses deux principaux ministres des Affaires étrangères pendant cette période. Alors, le premier, c'est Andriy Kozyrev, qui va rester le ministre des Affaires étrangères donc jusqu'en janvier 96, c'est-à-dire pendant 5 ans. Pour le définir, je rappellerai uniquement son surnom. On l'appelle Monsieur Da, c'est-à-dire Monsieur Oui, parce qu'il est considéré comme un suiviste systématique à l'égard de l'Occident et surtout des États-Unis. L'homme qui va le remplacer, c'est Evgeny Primakov, qui va rester donc ministre des Affaires étrangères jusqu'à sa nomination comme Premier ministre en septembre 98. Alors Primakov est nettement plus nationaliste euh, que Kozyrev, plus méfiant vers l'Occident. Et en tout cas, c'est à l'époque de ces deux ministres, Kozyrev et Primakov, que se définit la politique étrangère russe, telle que d'ailleurs Poutine la reprendra. Alors, c'est l'idée que, euh, c'est la doctrine qu'on appelle, c'est l'idée que il y a trois cercles d'intérêt pour la Russie désormais. Il y a la première priorité, c'est ce qu'on appelle l'étranger proche. Alors, l'étranger proche, c'est un espace géopolitique qui est considéré par Moscou comme la zone de ses intérêts vitaux. C'est, il a, Moscou pense qu'il doit défendre les minorités russes. Hein. Alors, qu'est-ce que recouvre l'expression étranger proche? Uniquement l'ancienne Union soviétique ou aussi les pays satellites. Bon, on verra par la suite que c'est l'extension la plus grande. Voici comment personnellement je définis, enfin, personnellement, d'après bien sûr les déclarations des ministres. Hein. C'est pas moi qui fait la politique de la Russie. Donc, on peut penser que les territoires proches étaient composés de trois zones. La Fédération de Russie elle-même, avec donc la République de Russie, et puis les autres, hein, puis c'est une fédération, donc par exemple la Tchétchénie, etc. Donc ça, c'est une zone bien sûr fondamentale. Ensuite, moi je vois une seconde zone qui correspond à des anciennes républiques de l'Union soviétique qui se sont rendues indépendantes en 91, qui ont pris du champ par rapport à Moscou, les trois républiques baltes, la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie. Alors, là aussi, pour Moscou, déjà à cette époque, ces anciennes républiques font partie des territoires proches, font partie de cet espace géopolitique considéré par Moscou comme celle de ses intérêts vitaux. Et enfin, je crois que ça ne fait aucun doute que l'intérêt de l'Union soviétique, de Moscou, est toujours aussi pour les anciens satellites d'Europe de l'Est, par exemple la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie. Et que donc l'ensemble de ces trois zones forment ce que Moscou appelle, depuis Kozyrev, depuis Primakov, l'étranger proche.
Ensuite, il y a une deuxième priorité dans cette politique étrangère russe. Il faut empêcher la formation aux frontières de la Russie d'une zone tampon qui l'isolerait de l'Ouest. Par exemple, Primakov est tout à fait opposé à l'extension de l'OTAN aux anciens pays du pacte de Varsovie. Et enfin, il y a un troisième ensemble. Hein. Il s'agit pour la Russie, la nouvelle Russie, celle d'après 91, de développer des relations avec tous les grands pays du monde, non seulement l'Occident, mais l'Orient. Il faut, je crois que c'est Primakov qui dit ça, marcher sur ses deux jambes, Orient et Occident. Donc au total, on ne peut pas mieux définir la politique étrangère russe que par une ambition de, de- d'un monde multipolaire. Alors, Yeltsin se félicite d'avoir contribué en politique étrangère, hein, à réintégrer la Russie dans le groupe des grandes nations. Par exemple, en 97, dans ses mémoires, il vante le fait que désormais le G7, ces sept pays les plus puissants du monde, ont accepté d'intégrer la Russie et c'est devenu, grâce, dit-il à Helsinki, le G8. Il célèbre également la ratification du traité de coopération avec l'Union européenne. Euh, et Helsinki insiste beaucoup dans ses mémoires sur le rôle, alors d'après lui déterminant, dans les rencontres informelles avec ses pairs, avec les autres chefs d'État. Par exemple, il dit que l'essentiel souvent se passe là. Un dîner à Moscou dans un petit restaurant avec Jacques Chirac, une partie de pêche au Japon avec les responsables politiques japonais, des fous rires avec Clinton aux États-Unis. Selon lui, donc, ces relations humaines permettent ensuite d'avancer les pions sur l'échiquier diplomatique. Donc ça, c'est une parenthèse qui n'est pas mince, évidemment, puisque c'est toute la politique étrangère, où Helsinki a quand même des satisfactions. Mais à l'intérieur, donc, j'y reviens, dans ce quatrièmement, on assiste à un redoublement des attaques contre Yeltsin et son clan. Alors, pendant euh, toutes ces années, depuis on peut dire 93, c'est donc le clan communiste, le clan de Zouganiov, qui, à la Douma, mène l'opposition à la Helsinki. Ensuite, là, maintenant, en 98, Primakov, qui avait été donc nommé Premier ministre à la suite du crash pardon, d'août 98, eh bien, Helsinki l'a remplacé après 8 mois au poste de Premier ministre et Primakov a mal accepté ce renvoi et il s'est acoquiné avec l'ancien maire de Moscou, Louchkov, qui a créé un parti, La Patrie. Et donc, ce parti, qu'on pourrait qualifier euh, pardon, de centre-gauche, attaque le clan Helsinki. Donc, à partir de 98, le clan Helsinki, que je vais mieux définir dans un instant, est sous les feux du clan communiste et de ce nouveau clan Primakov-Lushkov. Alors, ce qu'on appelle la famille, et qui va être très, très attaqué en Russie à partir de ces années 97, 98, 99.
Il est composé d'abord bon, de Boris Helsin, évidemment, de sa fille, Tatiana Diatchenko, du gendre d'Helsin, Valentin Youmachev, qui est donc le mari de Tatiana, et de l'oligarque Boris Berezovsky, qui est directeur du Conseil de sécurité, directeur adjoint, et oligarque très puissant. Ensuite, il y a d'autres oligarques qui ont des responsabilités extrêmement importantes, comme Abramovich, par exemple, Kozianov ou Voloshin. Donc, c'est le clan. Euh, donc, par conséquent, il faut imaginer la vie politique russe depuis déjà l'arrivée de Yeltsin comme essentiellement des luttes de clans. Voici ce qui est. Alors, ces clans, notamment le clan donc, qui attaque Yeltsin, eh bien, à partir de 98 et surtout de 99, vont lancer des boulets vraiment contre ce qu'on appelle le parrain, c'est-à-dire Yeltsin, et son clan, et les journaux qui sont à la solde des oligarques anti-Yeltsin vont dénoncer des détournements de fonds énormes. Là, c'est Libération qui publie le 27 août 99 ce texte. Selon les services britanniques impliqués désormais dans une enquête de 5 membres de l'entourage de Boris Yeltsin seraient concernés. En premier lieu, sa fille et conseillère Tatiana Diatchenko, également sous le coup d'une enquête de corruption en Suisse, mais aussi l'ancien ministre des Finances Chubais, l'ancien Premier ministre Soskovets, l'autre ministre des Finances Lifshitz et l'ancien président adjoint de la Fédération de Russie, Kotanin. Donc, c'est un déchaînement. Euh, Voici d'ailleurs ce que Helsinki déclare à propos de cette campagne, alors qu'il appelle, lui, une campagne de diffamation contre sa famille. Voici ce qu'il écrit. Donc là, il rapporte les accusations qu'on fait contre lui. Le régime Helsinki a vendu la mère patrie aux capitaux étrangers, claironne-t-il. Il est responsable des milliards de dollars qui sont drainés hors du pays chaque année. Il est à l'origine de la corruption. Il a combiné le génocide du peuple russe et il est à blâmer pour la chute du taux de natalité, l'état catastrophique de la recherche et de l'enseignement, de la médecine et de la culture. Une famille de type mafieux, un clan de gangsters forment l'entourage du président. Donc, il est très conscient des attaques. Je répète ce que je viens de lire, c'est ce qu'écrit Helsinki, qui est très, très conscient donc des attaques contre lui. Il continue, Helsinki. Tous les jours, la troisième chaîne, enfoncée dans la tête des Russes, c'est monceau d'infamie. Les journalistes avaient instauré un régime quotidien de révélations sensationnelles au journal et dans les magazines télévisés. On évoquait ici une usine volée, là toute l'industrie pétrolière disparue dans la poche de quelqu'un. Lieu commun numéro un, les liens étroits évidemment entre le Kremlin et Boris Berezovsky, ce monstre politicien de la Russie moderne qui apparemment manipulait tout dans mon dos. Naturellement, on m'accusa aussi d'être à l'origine de la crise financière et d'avoir manqué d'anéantir l'honnête procureur Suratov. Alors, dans cette lutte au couteau, il va falloir un vainqueur, un vaincu. Et le vainqueur, finalement, vainqueur, tout étant relatif, ça va être le clan Helsinki. Puisque Helsinki pourra imposer à la Douma et à la population son candidat
et pas simplement un Premier ministre, mais quelqu'un qui va le remplacer à la tête du pays. C'est Vladimir Poutine. Alors, bien entendu, nous sommes très attentifs à ce moment-là, un moment capital. Euh, Comment expliquer que Boris Eltsine en soit arrivé à choisir euh, Poutine? Alors, c'est vrai que ça se passe dans un contexte de grave tension, un contexte explosif. Il y a d'abord cette campagne acharnée, virulente contre le clan Eltsine. Eltsine n'en peut plus. Eltsine est tous les jours donc dénoncé comme un criminel, un mafieux, etc. Donc ceci est très important. Il y a chez lui, pour essayer de riposter à ces campagnes de dénigrement, ce que j'appellerais une frénésie de révocation et de nomination. Vous en êtes rendu compte, je n'ai cessé, durant ce dernier chapitre, de mentionner des remplacements de premiers ministres, de ministres des Affaires étrangères, pour ne citer que les principaux. Mais tout se passe comme si Boris Eltsine, désormais, n'ayant plus aucun pouvoir au sein de la Douma, ayant peu de crédit, malgré les élections de 96, au sein de la population russe, n'avait qu'un pouvoir, c'était de démettre des hommes politiques et de les mettre en selle, d'en mettre en selle d'autres. Donc on a l'impression presque que c'est la réaction d'un vieillard qui a perdu son pouvoir et qui n'a plus que ce pouvoir-là, d'émettre et proposer d'autres candidats, chaque fois considérés comme des gens extraordinaires. Il y a donc également, qui joue un grand rôle, cette bagarre avec le Parlement. Je l'ai dit, Yeltsin, désormais, est vraiment... Le Parlement n'a qu'une idée, c'est voter la mise à la porte d'Eltsine. Enfin, la mise à la porte, je m'exprime mal, la destitution d'Eltsine. Voici un extrait d'un journal occidental. La Douma est prête donc à lancer une procédure de destitution contre Yeltsin. C'est en février 99. Quelques mois plus tard, voici le résultat. La Douma échoue, mais échoue de peu de voix. Elle a recueilli 283 voix pour la destitution en mai 99. Il lui en fallait 300. Donc, bon, de peu. Donc, le Parlement, il n'a plus aucun crédit au Parlement, Yeltsin. Et enfin, de nouveaux problèmes de santé sont constatés par ses médecins. Ainsi, en janvier 99, il est hospitalisé pour une quinzaine de jours pour un ulcère à l'estomac. Au mois d'octobre 99, il est hospitalisé 2 jours pour une grippe accompagnée d'une forte fièvre. Au mois de novembre, il a un malaise au cours d'une réunion au Kremlin. Il souffre d'une bronchite qui nécessite son hospitalisation pendant une semaine. Helsinki n'en peut plus et pour relâcher la pression, dit-il, il explique qu'il quitte le plus souvent le Kremlin pour aller chasser la grouse des bois. Pour ceux qui ne sauraient pas parmi vous, qui ne seraient pas chasseurs, j'ai regardé, la grouse des bois, c'est une poule, un faisan. Hein. Pour faire du golf, euh, il boit de plus en plus de la vodka. Il se régale de boulettes de viande, dit-il. Il se goinfre, si je peux dire, de boulettes de viande que lui fait sa fille. Donc, le choix de Poutine va quand même se faire dans ce contexte.
Et en mars 97, euh, Yeltsin a comme une apparition, je le symbolise par cette photo et ce titre humoristique, Poutine, mon amour. On a vraiment le sentiment, en mars 97, vous voyez, que Poutine tombe en extase, pas Poutine, excusez-moi, que Yeltsin tombe en extase devant Poutine. Et je veux, parce que c'est tellement important, vous rapporter toujours donc dans les mémoires euh, les allusions, elles sont très nombreuses, à l'intérieur du livre, pas simplement à la fin, au moment du choix de Poutine, mais au fil, euh, le, il se préoccupe sans cesse de sa succession. Déjà, page 166, sur un livre qui en a plus de 500, il écrit: un autre problème se posait, de nature purement politique cette fois. Après mon départ programmé en 2000, Tchernomyrdine ne m'apparaissait pas capable de prendre ma relève et le contrôle du pays. Il nous fallait quelqu'un de plus jeune, de plus fort pour me succéder. Ce fut, à vrai dire, la principale raison de son départ. Donc c'est pour ça qu'il limoge Tchernomyrdine. Pardon. Autre allusion à sa succession, page 173. Si j'avais vraiment cru que Tchernomyrdine pût devenir le prochain président, celui qui aurait amené les réformes douloureuses et impopulaires qui s'imposaient dans la sphère sociale, celui qui aurait à accomplir la transition de l'économie, c'est à lui que j'aurais abandonné sans hésiter le pouvoir présidentiel. Et c'est à lui que j'aurais apporté tout mon soutien et mon concours pour préparer les élections. Mais je ne pensais pas que Tchernomyrdine pourrait gagner ces dernières. Sa méthode politique, fondée sur d'éternels compromis, réclamait son tribut, portait les marques d'une trop grande prudence, et les gens étaient de plus en plus fatigués de voir les mêmes têtes en politique. Donc, Tchernomyrdine, non. Page 321. Depuis quelque temps, il écrit ça en 1998, je sentais l'aspiration du peuple à plus de fermeté dans le gouvernement, le besoin d'un puissant levier. Il nous fallait un homme intelligent, démocrate, capable de penser autrement, mais ayant de la poigne. Cette personne devait apparaître un an plus tard en la personne de Poutine. 409. L'été 1999 approchait, j'avais besoin d'un homme neuf pour diriger le pays et poursuivre l'œuvre de démocratisation après les élections de 2000. Les chances de Primakov augmentaient tous les jours. Les communistes de la Douma furent les premiers à l'annoncer. Les sondages d'opinion en faveur de Lebec et Loujikov demeuraient significativement bas. Il n'y avait que Zyuganov pour concurrencer Primakov, que la presse commençait à considérer comme un candidat sérieux. Donc il pense à un moment donné à Primakov. Les 6 mois où il fut Premier ministre, Primakov dut percevoir cette tendance. Il sentit qu'il pouvait être le Premier ministre candidat aux élections de 2000 en prenant la tête d'un nouveau mouvement social. Mais ce projet ne me disait rien du tout. Malgré toute son honnêteté, sa loyauté envers le président, Primakov ne me semblait pas être le bon candidat. D'après mon analyse, la Russie avait besoin d'une personne d'une autre tournure d'esprit, d'une autre génération, avec une autre mentalité. Primakov mettait trop de rouge dans sa palette politique. Et enfin, et enfin, nous arrivons donc, vous voyez, les candidats potentiels tombent, Tchernomyrdine, Primakov, pareil. J'avais remarqué Vladimir Poutine alors qu'il était à la tête de la direction générale du contrôle de l'administration.
Puis je l'avais suivi quand il devint le premier adjoint de Youmachev. Youmachev, c'est le gendre d'Eltsine. Poutine apparut au Kremlin en mars 1997. Il avait parfois l'entière charge d'un dossier et je le voyais alors plus souvent. Ses rapports étaient des modèles de clarté. À la différence des autres adjoints qui cherchaient toujours à mettre en avant leur vision de la Russie et du monde, il n'essayait jamais d'engager une conversation à bâton rompu avec moi. Il semblait plutôt qu'il souhaitait gommer tout élément personnel dans nos relations. Souvent, alors que mon commentaire le plus anodin plongeait mes interlocuteurs dans le plus grand trouble, qu'ils rougissaient et cherchaient désespérément la bonne réponse, Poutine, lui, ne se démontait pas et me répondait avec calme. J'avais l'impression que ce jeune homme était prêt à tout affronter dans la vie, à répondre à chaque défi avec clarté et précision. Au début, sa froideur m'avait mis sur la défensive, mais je compris rapidement qu'elle était dans sa nature. C'est environ à cette époque, pendant l'été 1998, que je commençais à réfléchir à celui qui pourrait remplacer Kovalev à la tête du FSB. La réponse était évidente, Poutine. En premier lieu parce que cet homme avait déjà une longue expérience dans le domaine. Deuxièmement, parce qu'il était passé par une école de management. Troisièmement, et point décisif, parce qu'il paraissait combiner au plus haut point un total dévouement à la démocratie et aux réformes libérales, avec un sens aigu du service de l'État et un patriotisme inébranlable. Alors, ensuite, euh, il a une conversation avec Poutine. Et Helsinki lui propose de reprendre du service dans l'armée pour devenir général. Pourquoi faire demanda-t-il. J'ai démissionné des services le 20 août 91. Je ne veux pas revenir à plein temps dans l'armée, je suis un civil. C'est important que ce soit un civil qui soit à la tête du FSB. Si vous le permettez, je préfère rester colonel de réserve. Nous parlâmes un bon moment des problèmes au FSB où la situation était grave. Pas mal de grands agents avaient rejoint le secteur privé et beaucoup s'apprêtaient à prendre leur retraite. Nous devions restaurer l'autorité de la Loubianka, très largement ébranlée après 91, ménager les agents restants, mais aussi dépolitiser les services. Poutine s'occupa de réorganiser le FSB de façon très intelligente. Il traita avec beaucoup de tact l'homme qu'il remplaçait à la tête du FSB, l'autorisant à régler ses affaires personnelles. Et un jour, donc, il convoque Poutine tôt dans la matinée. J'ai pris une décision, Vladimir Vladimirovitch. Je voudrais vous offrir le poste de Premier ministre. Poutine me regarda attentivement. Il restait silencieux. Mais ce n'est pas tout, continuai-je. Vous devez avoir une petite idée des raisons qui me forcent à me séparer de votre prédécesseur. Je sais que Stepatchine est votre ami, qu'il est comme vous de Saint-Pétersbourg. Mais ces considérations ne doivent pas entrer en ligne de compte. Je veux que vous restiez courtois, retenu, mais ferme. Vous devez y mettre toute votre volonté, toute votre autorité et emporter les législatives. Poutine. Vous comptez sur moi pour ces élections? Helsinki. Je ne sais pas. Nous allons fonder un nouveau parti. Pour avoir beaucoup souffert de la part du Parlement, je sais d'expérience qu'il est capital de disposer d'une solide assise à la Douma. Mais l'essentiel reste votre potentiel politique, votre image. Vous n'avez pas à vous en créer une artificiellement, mais essayez de ne jamais la perdre de vue. Le patron du FSB réfléchit un instant. Je n'aime pas les campagnes électorales. Je n'aime vraiment, vraiment pas ça. Je ne sais pas les conduire et je n'aime pas ça. Réponse de Helsinki. Vous n'aurez pas à vous occuper de la campagne. Ce qui compte, c'est votre volonté, votre confiance en vous et vos actions. Tout dépend de ces trois choses. L'ascendant politique vient ou ne vient pas. Êtes-vous prêt? Réponse. Je travaillerai à n'importe quel poste que vous m'assignerez, répliqua-t-il laconiquement.
style militaire. Et au poste suprême, demandai-je. Poutine hésita. J'eus l'impression qu'il comprenait pour la première fois les vrais enjeux de notre conversation. Je n'y ai pas réfléchi, répondit-il. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Un lourd silence pesait sur la pièce. Le tic-tac de la pendule résonnait. Poutine possède des yeux étonnants qui parlent plus que ses mots. Il allait réfléchir très sérieusement à ma proposition et finalement, il allait l'accepter. Je termine par ces quelques photos, toujours intéressantes. Un à gauche, en haut, un Yeltsin souriant et le même regard fermé, méfiant, interrogateur de Yeltsin. Dans cette autre situation, la même chose. Un Yeltsin satisfait et un Poutine euh, re, à distance, reculé, incontestablement. Voilà donc, je reviendrai enfin, dans une prochaine série peut-être que je consacrerai donc à Poutine. Je vous remercie. Auparavant, tout de même, je ne me souvenais plus l'avoir marqué, je veux insister sur l'importance de la période Helsinki. Non seulement parce qu'Helsinki a choisi Poutine, mais parce que Poutine s'est inspiré beaucoup de d'Helsinki. C'est Stefan Holmes, qui est un historien américain, qui déclare les racines du poutinisme résident dans l'helsinisme. Poutine lui-même est un produit du passé. C'est non seulement un produit du KGB, mais aussi du régime Helsinki. Loin d'être le premier dirigeant démocratiquement élu en 1000 ans d'histoire, comme l'ont annoncé triomphalement les journaux, c'est en réalité quelqu'un à qui le pouvoir a été apporté sur un plateau après le triomphe d'un clan d'initiés du Kremlin sur un autre. Poutine n'a pas seulement gouverné grâce à l'appui des services de renseignement, mais sur la base de la constitution hyper présidentielle de 93. C'est pour ça que j'ai voulu consacrer toute une année à analyser la période Helsinki, ne serait-ce que pour introduire celle de Poutine. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.